Jean-François Mattei, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Donc, vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie à la faculté de Nice. Oui. Vous avez une œuvre écrite, disons, une œuvre écrite assez fournie derrière vous. Donc, les derniers sorties sont le sens de la mesure, Le sens de la mesure. le sens de la mesure et l'identité de l'Europe avec Chantal Delsol. Chantal Delsol. Et vous avez signé l'ouvrage Le procès de l'Europe, sorti récemment aux presses universitaires de France, et qui est, disons, une réfutation philosophique d'un concept qui aujourd'hui malheureusement assez en vogue, qui est le concept de repentance. Et oui, on peut l'interpréter comme ça. Je n'ai pas visé directement la repentance, j'ai plutôt essayé de montrer dans quelle mesure les critiques que l'on adressait à l'Europe depuis plusieurs siècles, enfin aujourd'hui, mais en remontant à plusieurs siècles, étaient erronées dans la mesure où ils utilisaient des outils conceptuels, des outils historiques qui ont été inventés par les Européens. Alors, et qui se retournent pas contre du tout au fond, monsieur Mattei. Donc, est-ce que vous pourriez un tout petit peu parler plus fort ou même vous lever ou vous sentir bien à l'aise? Parce qu'il y a la caméra, mais il y a aussi des gens qui sont là pour vous écouter. Donc, Je peux me voilà. mettre debout, mais Comme vous voulez. il faut que vous Comme vous vous recadrez. sentez à l'aise, moi je m'adapte, ne vous inquiétez pas. Ou alors asseyez-vous. Non, mais vous allez être trop bas. donc, Vous faites un montage après Vous faites un montage après? alors, pouvez-vous nous raconter la genèse de cet ouvrage, s'il vous plaît? Mais la jeunesse de... Pouvez-vous nous raconter la genèse de cet ouvrage? Mais la genèse de l'ouvrage est assez simple. J'ai été frappé en tant que citoyen français, mais aussi bien en tant que philosophe et aussi en tant qu'enseignant, enseignant de sciences politiques, au fait que les Européens d'aujourd'hui, et en particulier les Français parmi les Européens d'aujourd'hui, ne savent plus exactement quel est l'héritage qui est le leur, au point de retourner contre l'Europe ou contre l'héritage européen ce que l'Europe a précisément apporté. Donc j'essaye de réfuter ceux qui font un procès à l'Europe, pas simplement un procès à l'Europe coloniale, mais un procès au fondement des principes de l'Europe. J'essaie de montrer qu'il y a des principes que l'Europe a découverts et qu'elle a proposé, voire imposé au monde, qui sont des principes universels et qui sont utilisés pour se retourner contre elle. Il y a donc un effet boomerang, pourrait-on dire, qui consiste à retourner contre l'Europe les outils qu'elle a utilisés. Et j'essaie de montrer que ces outils sont des outils qui sont toujours fiables actuellement et que le procès de l'Europe, s'il doit se tenir, doit aboutir à un non-lieu dans la mesure où il n'y a aucune raison de critiquer l'Europe sur le plan du colonialisme ou sur d'autres plans, et je vais préciser cela dans un instant, dans la mesure où toute l'histoire mondiale, et pas simplement l'histoire européenne, était une histoire coloniale, c'est-à-dire une histoire de greffe successive de peuples sur d'autres peuples. Pour ne prendre que l'exemple le plus évident, la France a été colonisée lorsqu'elle s'appelait la Gaule par Jules César, puis par les Francs, et elle n'aurait pas existé, pas plus que la culture française n'aurait existé, s'il n'y avait pas eu cet apport colonial des Latins en premier lieu, qui ont apporté leur langue, des Francs en second lieu, et d'autres peuples qui ont colonisé la France et qui ont fait de la France de colonie. Or, toute l'histoire de l'Europe est une histoire de colonisation incessante, dont l'Europe n'a pas été le seul auteur, dans la mesure où toute l'histoire humaine, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit dans l'ensemble des peuples, a été une série de colonisations et donc, comme je le rappelais il y a un instant, une série de greffes. Mais il y a un point, ça devrait apparaître un point évident.
Mais quand on voit, il est vrai, certains discours, mais particulièrement qui se centrent sur la période des empires coloniaux, ça vaut pour la France, dans une moindre mesure, ça vaut pour la Grande-Bretagne actuellement. La plupart des gens qui demandent, entre autres, réparation pour des dommages qu'ils n'ont pas vécu individuellement. Oui, j'en parle à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Les demandes au nom des droits de l'homme, c'est-à-dire au nom d'une conception que nous avons nous-mêmes apportée. Oui, parce que l'Europe a inventé, je dis bien inventé car c'est une véritable invention qui s'est passée à l'époque du XIV au XVIe siècle, a inventé ce que l'on appelait par la suite l'humanisme. Et c'est de cet humanisme en tant que terreau qui a été irrigué à la fois par la source grecque pour parler comme Simone Veil, ou par la source grecque, oui, pour parler comme Simone Veil, ou par la source chrétienne, c'est-à-dire par Athènes et par Jérusalem, repris ensuite par Rome avec l'invention du droit et du droit des gens, c'est-à-dire du droit, de ce qu'on appellerait aujourd'hui du droit international. Tous ces éléments ont précipité, ont cristallisé une pensée européenne qui s'est développée dans ce qu'on appelle l'humanisme. Alors l'humanisme a plusieurs facettes. Il y a une facette strictement scientifique, puisque les premiers humanistes sont des mathématiciens, sont des physiciens, sont des rationalistes, et une facette pratique, c'est-à-dire à la fois politique et morale. Donc l'Europe a inventé les deux facettes à la fois théoriques et pratiques de l'humanisme, et on retourne contre elle précisément les facettes qu'elle a inventées, ou les outils conceptuels qu'elle a inventés. Et donc j'ai essayé de montrer dans quelle mesure cette critique, et a fortiori la repentance qui accompagne ces critiques, sont d'autant plus injustes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2011, au troisième millénaire, on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas recommencer l'affaire de la colonisation ou de la décolonisation. Ce serait aussi absurde que des Français qui aujourd'hui se plaindraient à l'Italie du fait qu'ils ont été colonisés par Jules César, c'est-à-dire par les armées romaines. Ça n'a strictement aucun sens. Autrement dit, quand l'histoire est faite, il faut la prendre telle qu'elle a été et avec les conséquences qui sont les nôtres aujourd'hui dans le présent, afin de préparer des avenirs qui seraient des avenirs non négatifs sur le plan politique ou sur le plan moral ou sur le plan des relations internationales. Mais la question que je pose en particulier à la fin de l'ouvrage, c'est de savoir s'il est possible de trouver une alternative à l'humanisme européen. Autrement dit, est-ce qu'il est possible de trouver d'autres modèles théoriques et pratiques, scientifiques, politiques, moraux, voire religieux, en tout cas sociaux au sens large, qui permettraient de trouver une alternative. Parce que lorsque l'on critique l'Europe, on critique l'Europe d'un point de vue extra-européen en disant « mais l'Europe a imposé son universel aux autres peuples ». Certes, mais l'universel s'impose de lui-même. L'universel n'a pas besoin de l'Europe pour l'imposer. Quand les Indiens ont découvert le zéro qui a été introduit en Europe par les Arabes avec les chiffres dits arabes qui ont remplacé les chiffres romains, cette découverte, qui est la découverte d'un universel, d'une théorie mathématique universelle, a été bien découverte par les Européens, proposée par les Européens et diffusée par les Européens dans les écoles primaires, secondaires, dans les universités, mais ça n'est pas évidemment l'apanage des Européens. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un peuple particulier, l'Europe, a découvert l'universel, que cet universel se limite à un universel européen, comme on lui reproche parfois. L'universel, par définition, est universel. 2 et 2 font 4 pour tout le monde. Juste une question. Il y a une part qui est quand même troublante dans le procès qui est fait à l'Europe. On peut s'entendre sur le fait que pour les Européens, la responsabilité est individuelle. Oui. Ça a été la grande découverte du droit depuis le droit romain, à savoir que toute responsabilité ne peut être qu'individuelle, il n'y a pas de responsabilité collective. Mais aujourd'hui, vis-à-vis de, sans parler même de mouvements extrêmement violents de certains intellectuels, nouvelle philosophie et autres, on entend l'Europe, cette part du legs européen comme une sorte de responsabilité collective et transmissible. C'est ça qui est... ce qui fait peser à chaque génération quelque chose
d'assez terrible sur lesquels j'aimerais évoquer votre sentiment, c'est-à-dire nous naissons coupables, d'un certain côté. Oui, c'est une sorte de perversion de l'idée chrétienne du péché originel. C'est-à-dire qu'on a appliqué, même chez des gens qui ne sont pas ou qui ne sont plus chrétiens, on a appliqué l'idée de péché originel à l'Europe comme si le fait que l'Europe est imposée par la colonisation ou par la diffusion de ses savoirs, les schémas qui étaient les siens, les modèles qui étaient les siens, et encore une fois des modèles théoriques ou des modèles pratiques, était une sorte de culpabilité initiale de péché originel de l'Europe. Or, j'essaie de montrer dans 2 ou 3 chapitres de l'ouvrage, le procès de l'Europe, qu'il n'en est rien, dans la mesure où, d'une part, nous ne pouvons pas appliquer directement l'idée chrétienne et déjà juive de péché originel, encore qu'elle était surtout structurée par saint Augustin. Cette idée de péché originel n'a plus de sens aujourd'hui, et donc il n'y a pas de péché de l'Europe, pas plus de péché d'aucun autre peuple, par rapport à je ne sais quel tribunal de l'histoire. De toute façon, s'il y avait un tribunal de l'histoire, il serait à la fin de l'histoire, et nous ne sommes pas par définition à la fin de l'histoire. Nous ne sommes pas au niveau du jugement dernier, si vous voulez. Et donc, je ne pense pas que l'on puisse se placer du point de vue de Sirius, comme disait Voltaire, ou du point de vue du jugement dernier, comme disait Saint Jean dans l'Apocalypse, pour juger l'Europe. Ce que je dis en revanche, c'est que l'Europe a été, puisque je parle surtout de culture, l'Europe a été une métaculture, comme on parle de métalangage en logique, qui permet de comprendre, les métalangages permettent de comprendre d'autres langages moins forts, moins puissants. L'Europe a été une métaculture par rapport aux autres cultures, pour une raison toute simple et qui est historique et évidente, à savoir que c'est elle qui les a découvertes. Ce ne sont pas les autres pays qui ont découvert l'Europe. Je prends à un certain moment l'exemple de Marco Polo. Quand Marco Polo va découvrir la Chine et reste pendant des années à la cour de Chine et revient ensuite à Venise avec le livre des merveilles, avec cette curiosité insatiable qui est typique de la curiosité des Européens, qui les conduit parfois trop loin, mais qui est typique de la curiosité des Européens, on s'aperçoit qu'aucun Chinois n'est venu visiter Venise. Jamais les autres grandes civilisations n'ont eu ce besoin de regarder au loin, comme dit Lévi-Strauss quand il parle d'un regard éloigné, comme les Européens qui ont toujours voulu aller au-delà de leurs propres limites. Je rappelais ce matin, là, dans l'exposé que nous avons fait lors du colloque, la phrase de Charles Quint, selon laquelle l'Europe et son empire, puisqu'il était empereur d'Europe à l'époque, devait être plus ultra, c'est-à-dire devait toujours outrepasser toutes les limites, limites d'espace, donc sortir du bassin méditerranéen, limite de temps, sortir de l'histoire passée et de l'Antiquité, limite même de tout ce qui pourrait interdire au regard scientifique, au regard politique et au regard moral de se poser sur d'autres mondes. D'où l'idée même de nouveau monde quand Christophe Colomb ou Amerigo Vespucci ou d'autres grands navigateurs s'aperçoivent que le monde européen n'est pas le seul monde, mais il n'empêche qu'il a été découvert par les Européens. Et je fais remarquer à un certain moment dans le premier chapitre que c'est un mystère qui n'a pas souvent été souligné, ou une énigme qui n'a pas souvent été soulignée par les historiens, c'est que toutes les inventions, sans exception, je n'en ai pas trouvé une, depuis le XVe siècle, sont des inventions européennes. Y compris la brouette, qui a été inventée par Pascal. Y compris les autobus, inventés par le même Pascal. Y compris le bracelet-montre, inventé par Pascal. C'est-à-dire des choses les plus élémentaires qui font la vie quotidienne, ou des choses les plus complexes, comme l'invention de l'aviation, de l'automobile, du chemin de fer, de tous les moyens de transport, de tous les moyens de diffusion, l'électronique, l'informatique, les lois, tout a été découvert, non seulement par des Européens ou par des Occidentaux, mais par des penseurs qui utilisaient les outils conceptuels de l'Europe. Et c'est ça le mystère, que toutes les autres civilisations ou toutes les autres ethnies sont restées bloquées depuis le XIIIe ou le XIVe siècle, dès l'avènement de l'Europe. Autrement dit, dès que l'Europe est entrée sur la scène mondiale, elle a occupé tous les postes, avec les dangers évidemment que je ne nie pas, c'est-à-dire les méfaits de la colonisation, les méfaits de la destruction d'autres peuples, les méfaits même de l'esclavage européen. Encore que, lorsqu'on reproche l'esclavage aux Européens, il ne faut pas oublier d'abord, que tous les peuples, sans exception, ont été esclavagistes, et donc les Européens ne font pas exception à la règle. Mais deuxièmement, si l'esclavage a été interdit depuis le XIXe siècle,
et surtout au XXe siècle, c'est à partir de modèles européens. Les premiers pays à avoir aboli l'esclavage sont le Danemark, suivi du Royaume-Uni, suivi de la France en 1792, suivi des États-Unis d'Amérique. Et à chaque fois, ce sont à partir d'idées européennes ou diffusées par les Européens que l'on a condamné l'esclavage comme un crime contre l'humanité, ce qui n'est à mes yeux en tout cas que justice. Y a-t-il des questions pour ce que vous venez de dire à propos des inventions après le XVe siècle, hein. Par exemple, Internet a été inventé par les Américains. Ce sont des Européens. Pour vous, les Américains sont des Européens? Ils sont des Occidentaux. Occidentaux, d'accord. Pour vous, l'Europe, c'est l'Occident? L'Europe s'est diffusée dans toutes les parties du monde, et ce sont des Européens qui ont colonisé l'Amérique, au détriment évidemment des Native Americans, c'est-à-dire des Indiens. Et ce sont à partir... Mais peu importe la nationalité à la limite des gens, peu importe que les Américains se voient davantage américains que descendants d'Européens aujourd'hui, l'important c'est que les outils qu'ils utilisent et les institutions qu'ils pratiquent soient européennes. Par exemple l'université. Pourquoi est-ce que les États-Unis se sont développés de façon considérable en tant que telle? Essentiellement parce qu'ils ont utilisé ce qui, à mes yeux, est la grande invention de l'Europe, c'est-à-dire l'école. L'école est une invention. C'est une chose qui... Ça m'étonne beaucoup quand je fais des conférences de ce type. Là, on est entre nous, donc on parle amicalement. Mais quand je fais des conférences plus importantes, je m'aperçois que beaucoup de gens s'imaginent qu'il y a eu des écoles dans tous les pays du monde et dans toutes les civilisations. Pas du tout. L'école est une invention des Grecs. Scolé, ça veut dire temps libre, temps de loisirs, où l'on ne fait pas les affaires quotidiennes, c'est-à-dire la guerre, l'économie, l'agriculture, etc. Et où on se consacre, comme dans les écoles de Platon, l'Académie, ou d'Aristote, le lycée, aux affaires de la pensée. Donc ce qu'a inventé essentiellement l'Europe, ça c'est ça, la grandeur de son invention, c'est l'école et l'université, depuis le XIe siècle ou le XIIe siècle. Première université mondiale, Bologne, suivie de Oxford, Cambridge, Salamanque, Montpellier, la Sorbonne. Et selon vous, à l'avenir, l'Europe a-t-elle encore vocation à avoir cette primauté, à être précurseur dans... Je ne le crois pas, parce que je pense que l'histoire ne repasse pas deux fois les mêmes plats. C'est-à-dire que l'hégémonie européenne qui dure en gros sur la planète depuis le XVe ou le XVIe siècle, disons depuis 1492 pour prendre une date fatidique qui a été souvent critiquée, en particulier en 1992 quand on a fêté les 500 ans de Christophe Colomb. Je ne pense pas que l'Europe pourra refaire une hégémonie de ce type, mais c'est peu important sur le plan des principes, car ce sont tous les principes européens qui pour l'instant l'ont emporté. Citez-moi aujourd'hui dans le monde un principe institutionnel, politique, social, économique, culturel, mathématique, ce que vous voulez, qui ne soit pas européen. Il n'y en a pas. C'est même pas la peine de chercher, il n'y en a pas. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, l'acupuncture. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un cancer, vous n'allez pas aller chez un acupuncteur. Vous allez vous servir de la médecine européenne, ce qui ne vous empêchera aussi de vous faire piquer, ne serait-ce que pour soulager votre douleur. Mais moi, en tant que philosophe, je traite des fondements d'une culture. Ce qui m'intéresse, c'est la culture européenne. Des collègues à moi traitent de la culture slave, ou de la culture égyptienne, ou de la culture babylonienne. Et quand vous traitez des fondements d'une culture, des principes d'une culture, des axiomes culturels qui se cristallisent en Europe dans l'humanisme, vous êtes obligé de reconnaître que précisément parce qu'ils voulaient acquérir une universalité de droit, et pas simplement de fait, exactement comme une proposition mathématique, une identité remarquable comme A plus 2 au carré égale à 2 plus 2AB plus B2 est identique, et voilà pourquoi on l'appelle remarquable, et donc universelle pour tous les peuples, pour tous les pays et pour tous les individus qui pensent, et qui connaissent le minimum de mathématiques et qui comprennent ce que c'est qu'une élévation au carré ou une addition, cet universel n'appartient pas évidemment aux seuls Européens. Mais il se trouve que, historiquement, ce sont les Européens qui l'ont développé. C'est ça le paradoxe. On reproche à l'Europe d'avoir été universelle en disant qu'elle n'était que particulière. Comme disait Nietzsche, l'Europe est un petit cap du continent asiatique, phrase reprise par Paul Valéry dans Les Regards sur le monde actuel. Mais même si l'Europe n'est qu'un tout petit cap sur
cartographie, sur une géographie du continent asiatique, c'est quand même elle qui soit a réussi à reprendre ce qui venait d'autres peuples, comme les Grecs qui ont repris certaines découvertes des Égyptiens, comme les Européens ont repris le zéro et les chiffres arabes dont je parlais tout à l'heure, mais qui en réalité étaient indiens. Il y a, si vous voulez, une alchimie de la pensée européenne qui a tout transformé, tout ce qu'elle recevait ou tout ce qu'elle n'a pas inventé. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, évidemment, les Américains ou les Chinois, quand vous allez... Qu'est-ce qui fait le classement des universités mondiales? L'université de Shanghai. Mais jamais les Chinois n'ont eu d'université, même à l'époque de l'empereur de Chine ou à l'époque des mandarins. Le mandarinat, c'était une fonction publique. Une fonction publique d'intellectuel, mais il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas de concours, il n'y avait pas de travaux, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de tout ce qui fait le monde universitaire. Par exemple, on dit souvent aujourd'hui que le monde est en train de se centrer de plus en plus sur l'Asie. Est-ce que, selon vous, l'Asie est capable de mettre en pratique, au point où l'a fait l'Europe, ces universels justement découverts? Est-ce qu'elle est capable d'en tirer autant parti? Je ne peux pas préjuger de l'avenir, mais jusqu'à présent, ce qu'ont fait les Asiatiques, les Japonais en premier lieu, les Chinois de plus en plus, c'est d'imiter les modèles européens. Depuis le développement de l'Asie, c'est-à-dire depuis à peu près une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, vous n'avez pas une très très grande découverte qui a été faite par des Asiates. Ce n'est pas une critique de ma part, je constate un phénomène. C'est-à-dire que même dans les meilleures universités asiatiques, vous avez des reprises. Voyez Samsung, voyez LG, voyez Sony, voyez Pioneer, voyez toutes les grandes entreprises techniques ou scientifico-techniques avec les applications commerciales que vous avez en Asie, qui ont pris le monopole quasiment. Vous voyez récemment la fermeture de la télévision chez Philips, à Eindhoven en Hollande. Philips a abandonné complètement en vendant à un Chinois son réseau de téléviseurs et donc ses inventions dans le domaine de la télévision. Ça montre bien que les Occidentaux, et pas simplement les Européens, puisque les Américains depuis longtemps n'ont plus aucun fabricant en électronique, tout est fait en Asie, ont passé la main aux Asiatiques. Mais les inventions, vous voyez Apple, vous voyez l'iPod, continuent à se faire dans les milieux occidentaux. Jusqu'à quand, je n'en sais rien. Donc je ne sais pas s'il n'y aura pas un renouveau intellectuel de l'Asie, en général, ou d'autres parties de l'univers, qui feront pièce aux inventions européennes. Sous les Song, quand même, sous l'empire des Song, il y a eu beaucoup d'inventions, la boussole, le gouvernement... J'ai tout un chapitre là-dessus, vous verrez, j'ai tout un chapitre là-dessus. Il n'y a que 4, ça s'appelle les 4 grandes inventions chinoises. Il y en a 4. Il y en a d'autres, mais qui sont totalement mineures. Rappelez-vous les Jeux Olympiques à Pékin, lors de la cérémonie d'inauguration, c'était consacré aux 4 grandes inventions chinoises, c'est-à-dire la boussole, le papier, l'impression à caractère mobile, redécouverte par Gutenberg ensuite, et la poudre à canon, dont il se servait essentiellement d'ailleurs pour les feux d'artifice, beaucoup plus que pour la guerre. Mais comparer ces 4 inventions faites avant le XVe siècle aux centaines de milliers, pour ne pas dire de millions d'inventions faites par les Occidentaux depuis le XVe siècle. C'est même pas comparable, les 4 grandes inventions. Et peut-être aussi, il y a eu un renoncement technique chinois. Oui. C'est ça, et c'est pas une impossibilité ontologique, si je puis dire. Il y a eu un renoncement technologique chinois. C'est-à-dire qu'à un moment, la Chine a décidé, pour ne pas casser son ordre social, de décrocher de la technique. Et ça, en Europe, on n'a jamais décroché en Europe. Voilà. On continue toujours, en Europe ou en Occident, hein, pour répondre à votre question, on continue toujours de pousser en avant. Tout n'est pas bon, je le disais ce matin dans l'exposé, dans cette sorte de fuite quasi désespérée de l'européen ou de l'occidental en avant, il y a évidemment des côtés négatifs ou des côtés pervers, que je ne cache pas dans cet ouvrage, mais il me semble que si on fait les colonnes du bien et du mal, les progrès apportés par les Européens, c'est-à-dire par les connaissances européennes et les applications techniques qu'ils en ont tirées, sont plus importantes, même dans le cas de la colonisation, que les méfaits que ça a pu avoir. La meilleure preuve, c'est que dans tous les pays colonisés, c'est le modèle européen ou occidental qui s'est imposé. Le modèle médical, le modèle scolaire, le modèle universitaire, le modèle politique, le modèle démocratique, le modèle juridique.
On pourrait continuer indéfiniment. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser parce que vous parliez tout à l'heure d'école et vous parliez maintenant de colonie. Et il y a quelque chose que je trouve un peu en décalage. Alors, je parle avec mes mots, c'est un peu naïf. Mais non. Mais voilà, avec ce qui s'est passé par exemple en Algérie, c'est quelque chose qu'on n'étudie pas à l'école. Et quand on parle de se poser des questions par rapport à l'Europe et de ne pas, entre guillemets, se mettre dans un péché originel, etc., je pense que pour comprendre ce qui se fait actuellement et ce qui va se faire, il faut aussi connaître son histoire. Et justement, on parle d'école, mais il y a des faits historiques qui ne remontent pas à si loin, qui sont la génération de nos parents. Et en fait, on a juste des bribes, et justement, c'est pas enseigné dans l'école, donc il y a des sujets qui sont choisis en termes d'histoire dans les écoles qui sont l'État. Et vous nous dites maintenant au niveau des colonies qu'il faut, entre guillemets, on va pas refaire le passé, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Et c'est des questions dites avec des mots hyper naïfs parce que je n'ai pas le même niveau d'études que les gens qui sont ici. Je parle vraiment avec le cœur et pour moi il y a un énorme décalage avec ce qui se passe actuellement et le discours et ce qu'on entend dans les écoles. Et je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu sur internet des gens qui disaient qu'il y avait peut-être une suppression de la matière d'histoire pour les S. Il y avait quelque chose et je trouve ça hyper important qu'au contraire on ait conscience de cette histoire-là pour justement pouvoir évoluer, autrement l'histoire elle se répète. Mais votre question est d'autant plus judicieuse qu'elle souligne le fait que la France, et plus généralement l'Europe, mais vous parlez de l'Algérie, donc limitons-nous à la France, refuse de voir son passé, tout simplement parce qu'elle ne veut plus assumer ni sa grandeur, ni sa petitesse, c'est-à-dire ni ses réussites, ni ses échecs. On préfère occulter la chose. Et effectivement, l'Algérie, comme généralement la colonisation française, a été occultée. J'ai un chapitre, un certain moment, sur l'Algérie, et je rapporte même une anecdote qui s'est passée il y a 2 ans, lorsque à Chypre, lors d'un colloque international sur l'Europe, je rencontrais Sid Ahmed Ghazali, l'ancien Premier ministre d'Algérie. Il se trouve que je suis né en Algérie, que j'ai fait mes études jusqu'à l'Hippocagne, en Algérie, au lycée La Mauricière. Et en discutant avec l'ancien Premier ministre d'Algérie, qui était à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50, un Français, comme vous et moi, c'est-à-dire passeport français, puisque l'Algérie était française. Par la suite, elle est devenue indépendante, mais il a conservé la nationalité française, donc il a une double nationalité, l'ancien Premier ministre d'Algérie, qui appartenait au Front de Libération Nationale, au FLN, qui a chassé la France de l'Algérie. Je discute avec lui, on sympathise, on se tutoie, parce qu'on était sur les mêmes bancs d'école, en l'occurrence du lycée, et il me dit, cher ami, conviens avec moi que lorsque moi j'ai fait maths sup et maths spé au lycée d'Oran, lycée La Mauricière, il n'y avait pas beaucoup d'Arabes de mon ethnie donc, par rapport aux Européens ou aux enfants d'Européens ou d'Espagnols ou de Maltais ou d'Italiens qui faisaient maths sup et maths spé. Je lui dis oui, mais en 1952 où tu faisais maths sup et maths spé, combien y avait-il de Français qui en France faisaient maths sup et maths spé aussi, c'est-à-dire faisaient une grande école? Le pourcentage était peut-être plus élevé, mais il n'était pas élevé comme en 2010 ou en 2011. Autrement, on ne peut pas reprocher à la France de ne pas avoir fait, comme Sid Ahmed Ghazali, l'ancien Premier ministre, quelqu'un qui est diplômé des mines et des ponts, qui a été président de la Sonatrach, c'est-à-dire de l'ensemble des pétroles d'Algérie, avant de devenir Premier ministre d'Algérie, puis ambassadeur d'Algérie en France. Donc c'est un cas un peu exceptionnel. Certes, mais avant 1830, combien y avait-il de gens qui pouvaient faire des études en Algérie, alors que l'Algérie était colonisée par la Turquie? Ce que je veux dire, c'est que là, on parle que des points positifs de la colonisation. Moi, étant donné que c'est pas étudié à l'école, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Les gens, en fait, vont se répéter ça de famille en famille. Et les histoires qui en ressortent, moi, quand je discute avec des gens dans la rue, mais franchement, je vous parle très simplement. Je suis navrée si mes questions me paraissent très naïves, mais quand on discute avec les gens, ce qu'ils en retiennent de ça, c'est plutôt tout ce qui a été souffrance, massacre, torture, le fait qu'il y ait des écoles, etc. C'est parce que ce n'est pas. C'est ce que je vous disais, ça n'a pas été enseigné. Et ça fait l'objet d'une sorte... le traumatisme de la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 8 ans.
ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie, entre guillemets. Ça a duré 8 années, 1954-1962. Mais le traumatisme en France comme en Algérie a été tel, et cela peut se comprendre, sinon s'excuser, qu'on a mis une sorte de chape de plomb, sinon chez les historiens, parce qu'il y a toujours des historiens, il y a toujours des travaux, mais dans le grand public, dans la télévision, dans les médias et dans les écoles, on n'en parle quasiment jamais. Ou quand on en parle, c'est pour dénoncer les crimes français en Algérie, qui ne sont pas critiquables. Je veux dire, il y a eu des crimes atroces faits par la France en Algérie. Mais il y a eu aussi des crimes atroces faits par le mouvement de libération algérien contre les Français. Et de toute manière, ce n'est pas en accumulant crime contre crime, oppresseur contre opprimé, qu'on résoudra la question. Excusez-moi, vous m'avez mal compris, c'est pas le fait d'accumuler ou de faire un jugement, c'est juste que le fait d'occulter une partie de l'histoire, Oui. effectivement, il y a des choses de côté, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est quand même, comme vous parlez d'école, justement, et de faire un parallèle avec l'économie, c'est vrai que c'est quand même une part importante. Oui, mais il y a un idéologique. Que les gens, les nouvelles générations, qui ont eu leurs parents, qui ont vécu ça, pour eux c'est difficile parce que... Oui, mais vous me posez la question comme j'étais ministre de l'Éducation nationale ou président de la République. Je veux dire que... Ministre de l'Éducation, vivement. Non, mais... Je suis navrée, Non, mais vos questions sont très bonnes. Mais implicitement dans votre question, vous mettez en cause ceux qui n'ont pas transmis l'information. Moi, je vous réponds en tant que professeur d'université, je n'y peux rien. Je comprends, c'est pas une accusation, c'est juste pour le débat, comme vous parliez. Mais le débat vient du fait, je vous dis, qu'il y a un politiquement correct ou un historiquement correct ou un idéologiquement correct qui fait que la France, ou en tout cas ses responsables ou ses élites, n'ont plus voulu voir ce qui s'était passé, ont occulté la chose, comme on a occulté la période de Vichy, comme on a occulté la Shoah. Vous retrouvez ça en remontant dans les siècles précédents, plusieurs civilisations qui n'ont plus voulu se regarder dans la glace, si vous le voulez. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir précisément de ces mêmes civilisations. Parce que quand vous n'osez plus le regarder en face votre passé, vous n'avez plus de regard pour regarder vers l'avenir. Vous n'avez plus de présent. Dernière question, Dimitri. Mais alors, selon vous, est-ce que l'Europe veut mourir aujourd'hui? De petit cap géographique du continent asiatique, elle est devenue un petit cap politique du continent mondial. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très faible aujourd'hui. L'Europe n'a pas de politique générale, l'Europe n'a pas de division, pour parler comme De Gaulle, ou comme Staline parlant du pape. Le pape, combien de divisions? L'Europe, combien de divisions? Rien. Elle n'a pas d'armée. Ça a été refusé déjà à l'époque de la CED, la communauté de défense européenne. Je ne vois pas qu'elle puisse arriver à l'heure actuelle à une unité politique telle qu'elle puisse de nouveau jouer un rôle sur la scène internationale, sur la scène mondiale. À l'heure actuelle, sur la scène mondiale, vous avez essentiellement les deux géants que sont les États-Unis d'Amérique et la Chine, bientôt l'Inde, plus tous les petits dragons asiatiques qui sont autour. Et donc vous aviez raison de dire que la géopolitique s'est située maintenant du côté de l'Asie, du côté de l'océan Pacifique et non plus du côté de la Méditerranée. Mais cette dérive des continents, si je puis dire, ou cette dérive des cultures, est fondée essentiellement sur cette idée européenne de toujours passer outre. Rappelez-vous, à un certain moment, j'en parle dans l'ouvrage, le grand discours de Kennedy, du sénateur Kennedy, quand il s'est présenté à la présidence de la République en 1962. Kennedy, dans son fameux discours, parle de la New Frontier, de la nouvelle frontière. Et la nouvelle frontière, pour lui, c'était l'espace. Et ça, c'était une idée très Charles Quint, très plus ultra. Reprenez aujourd'hui les journaux ou les ouvrages de l'école parlant de Kennedy. Quand Kennedy, dans son discours sur la nouvelle frontière, dit « d'ici la décennie, c'est-à-dire d'ici 1970, les Américains seront sur la Lune. » Reprenez les journaux de l'époque. Éclat de rire mondial. En France, n'en parlons pas. US Go Home, c'était la plaisanterie totale. Qui a débarqué sur la Lune avec Armstrong
un pas de géant pour l'humanité, selon des modèles européens, la science, la technique, d'où venaient les fusées de von Braun, un Allemand nazi par surcroît, repris par les Américains. L'opération presse-papier. Voilà. Autrement dit, il y a toujours eu chez les Européens, même quand ils sont allés dans d'autres pays comme les émigrants européens devenus américains, cette idée d'une conquête de l'espace et du temps. Conquête de l'espace par la découverte du Nouveau Monde, mais maintenant le Nouveau Monde comme l'ancien monde fusionne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à découvrir sur la Terre, pas même au fin fond de l'Orénoque Amazon. Vous allez au fin fond, j'y suis allé au Brésil de l'Orénoque Amazon, vous avez des bouteilles de Coca-Cola qui traînent par terre, vous avez un McDo un peu plus loin, et vous avez des Indiens encore en pagne ou en haillons qui viennent vous mendier un Coca ou un Pepsi, tout comme ça. Autrement dit, l'unité de l'espace terrestre est faite. Il reste le reste de l'espace. Mais est-ce que ça s'en fait par l'Europe, ou par la Chine, ou par les Américains alliés aux Chinois? Je crois que cette idée, cette pulsation aventureuse qu'a inventée l'Europe, sur la base encore une fois des Grecs et de la science grecque, mais sur la base aussi de l'idée chrétienne. Parce que l'idée chrétienne ou l'idée juive puis chrétienne, c'est l'idée d'un messianisme, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire c'est l'idée d'un temps orienté qui va tôt ou tard se terminer par une perfection que l'on appelle le jugement dernier. L'avènement du Messie chez les Juifs, l'avènement de Dieu chez ces Juifs chrétiens que deviennent les nouveaux adeptes du Christ avec Saint Paul. Quand vous lisez Saint Jean dans l'Apocalypse, qui signifie la révélation, c'est la révélation de la fin des temps où le monde aura culminé avec lui-même, c'est-à-dire avec Dieu. Alors cette idée messianique a donné naissance, en se laïcisant totalement, et même en se laïcisant parfois même contre la religion chrétienne ou contre la religion juive, même contre la religion mahométane, puisqu'il y a le même messianisme avec la venue du 13e imam chez les musulmans. Cette idée messianique s'est totalement laïcisée dans l'idée européenne d'un progrès sans limite. C'est-à-dire d'une visée qui tôt ou tard aura une fin, que vous avez par exemple chez Hegel avec la fin de l'histoire, qui a été repris récemment par Fukuyama, Francis Fukuyama, ou surtout chez Marx, qui est le dernier grand système idéologique de type religieux. Ce n'est pas un hasard si Marx était d'une famille de rabbins. Il y a une idée juive très très grande chez Marx, c'est l'idée que le prolétariat va prendre la place du Christ. Ce n'est plus un homme, serait-il fils de Dieu, qui représente l'humanité, c'est le prolétariat qui représente le genre humain, l'homme générique, comme dit Marx, c'est l'expression courante de Marx et d'Engels, l'homme générique, et cet homme générique va déboucher sur le communisme à travers une succession de violences, depuis le communisme primitif que Marx imagine sur le modèle de l'âge d'or d'Hésiode. Chacun sait très bien que le communisme primitif n'a jamais existé, aucun anthropologue ou aucun ethnologue n'a jamais retrouvé la moindre source, mais il imagine qu'il y a eu quand même une sorte de jardin d'Éden, comme chez les Juifs, communisme primitif, chute aussi violente que la chute chez les chrétiens ou chez saint Augustin qui cristallise cette chute, c'est-à-dire l'apparition de la propriété privée, c'est la chute pour Marx. Il emprunte ça à Rousseau, c'est pas neuf. Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire ceci est à moi fut le vrai fondateur de la société civile. C'est les mots même de Rousseau au début du discours sur l'inégalité. C'est repris mot à mot par Kant, par Hegel et surtout par Marx. Donc l'idée d'une chute primitive qui fait que l'homme actuel, enfin actuel à l'époque de Rousseau, à l'époque de Marx, et donc à notre époque aussi, n'est plus l'homme véritable, ne représente plus le genre humain, mais à travers toute une série de violences, de guerres, que Marx habille d'un entourage dialectique, qu'il emprunte à Hegel, qui lui-même l'emprunte à Aristote, qui lui-même l'emprunte à Platon, qui lui-même l'emprunte à Zénon d'Élée. Ça se suit très bien tout ça. À la suite d'une série de conflits, lutte des classes, on arrivera à un communisme parfait, c'est-à-dire au jugement dernier. Et c'est là évidemment que ça ne marche plus. Parce que ce qui marche dans la pensée juive et chrétienne, qui est religieuse, ne marche plus quand on enlève le religieux pour en faire du laïque. Cela dit, je n'en sais rien, peut-être qu'on arrivera au communisme final, ou à un jugement dernier final, mais
permettez-moi d'en douter, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent comme essai pour réaliser le bonheur soviétique ou le bonheur cambodgien ou le bonheur communiste sur Terre a échoué lamentablement. Je ne porte même pas de jugement de valeur là, ou de jugement moral, ça ne marche pas. Alors il y a encore des gens aujourd'hui comme Alain Badiou qui vous disent que ça peut marcher, que finalement c'était un faux communisme qui a échoué, mais que le vrai communisme, si on revient vraiment aux bases de Marx, ça marchera. Et alors moi je réponds à Badiou, si tu veux revenir aux bases de Marx, il faut que Marx revienne aux bases de Hegel, Hegel aux bases de Saint-Augustin, Saint-Augustin aux bases de Saint-Paul, dans l'Épître aux Corinthiens. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit toujours que ce qui porte en avant finalement la pensée européenne, c'est une pensée messianique. C'est-à-dire c'est une pensée du salut. Mais dans la religion, ça se comprend parce qu'il y a une survie individuelle. Dans un monde totalement laïcisé, il n'y a plus de survie individuelle. Vous ne pouvez pas imaginer que la terre entière va être sauvée lors d'un jugement dernier. Et d'ailleurs, quel juge immanent, quel juge terrestre le ferait? Le juge céleste, s'il existe, ça on peut le comprendre, je veux dire c'est logique. Le messianisme religieux est logique, le messianisme laïque n'est pas logique. Mais il n'empêche que c'est ce messianisme qui continue à pousser en avant l'idée européenne. Et qui a toujours ces deux aspects, l'aspect scientifique et l'aspect politique. C'est-à-dire l'aspect théorique et l'aspect pratique. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais... Merci beaucoup, professeur, merci beaucoup. Et après, oui, et ensuite je pars dans 5 minutes parce que j'avais un rendez-vous à 3 heures. Pardonnez-nous, nous avons...